ça. Mardi 2 mai, vous êtes sur RTI 1. Merci de nous rejoindre pour votre matinale survitaminée, multivitaminée et hyper vitaminée. Matin Bonheur s'installe tranquillement. Bonjour chez vous. Encore une fois, soyez les bienvenus. Bonjour Marco. Bonjour Eva, bonjour à tous mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce deuxième jour, fête du travail. Le jour d'après, nous allons rester toujours dans ce moule donc, de la fête du travail en recevant vers la fin de cette émission notre spécialiste en droit qui va nous parler de justement la vie syndicale en entreprise. Mais avant, on aura parsemé, traverser tout le conducteur de cette émission avec bien sûr le point route, les reportages, la gym et puis pour commencer ici et maintenant, comme disent les autres, Ikek Noun, la titrologie avec Fatim Djidji. C'est parti. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. La célébration du 1er mai et la fête de la liberté dominent largement l'actualité du jour. La preuve en mots et en images et c'est Fraternité Matin qui ouvre ce bal des unes et titre. Fête du travail, Alassane Ouattara s'adresse donc aux travailleurs. Aucune revendication ne doit remettre en cause notre développement. On apprend aussi que le président de la Guinée-Bissau est en visite depuis hier en Côte d'Ivoire. On poursuit avec l'expression qui évoque le même sujet sur la fête du travail et les mots du chef de l'État aux travailleurs. Le journal vous propose l'intégralité de son adresse aux syndicalistes. On continue avec l'intelligent d'Abidjan qui s'intéresse aussi au discours du chef de l'État. Alassane Ouattara évite la tentation populiste, décryptage d'un exercice de parler vrai. Juste en dessous, le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, s'adresse aux militants d'Abobo. Ayez foi en votre parti et en votre président. On parle de l'opposition à la une de l'Inter. Sangaré bombe le torse depuis Akouré. Afi accuse le chef de l'État. Et en haut de page, on aperçoit Tikenja Fakoli qui se dresse contre les troisièmes mandats. En parlant de mandats et sans faire de mauvais jeux de mots, je vous propose de découvrir la une du quotidien Le Mandat, justement. Formation en Corée, plusieurs bourses pour les fonctionnaires ivoiriens et on apprend qu'il y aura plus de taxis compteurs à Abidjan. Et maintenant, on passe à la une de Aujourd'hui qui titre « Fête de la liberté » à Akouré, la grosse gifle pour Afi. On poursuit avec notre voix qui s'est déjà affichée à vos écrans et qui dit donc énervé par les grèves, le président Ouattara s'attaque aux travailleurs et on apprend aussi que Sam l'Africain reçoit la visite de l'OFPI. Et pour finir, l'éléphant déchaîné qui titre Plateau, Abidjan, les terribles pratiques de la mairie, fraude électorale, vote des morts, les actes mafieux de la CEI locale. Et le bi-hebdomadaire propose aussi une interview exclusive d'Edu Plenel, président de Mediapart, qui nous dit que Chirac, Sarkozy et Hollande ont trahi les Français. C'était donc vos titres. On se retrouve pour le détail des articles juste après le journal à 6h45. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Miss Djidji. Alors, la fête du travail, vous n'étiez pas en notre compagnie hier. Il faut comprendre que, bien évidemment, hier étant férié, il n'y avait pas de journaux disponibles. Mais qu'est-ce que vous avez fait sinon? Alors, je me suis reposée, j'ai regardé l'émission d'hier que j'ai particulièrement apprécié, l'intervention du syndicaliste et l'instant vérité des années qui, comme toujours, a le ton qu'il faut. Très bien. Et merci vous deux, beaucoup. toujours fidèles au poste, vous avez fait passer une bonne matinée. Merci, en tout cas, on est très heureux de vous retrouver et ce sera encore le cas après le JT pour la revue de presse. Marco, on va passer à la gym. Alors, qu'est-ce que ça donne d'ailleurs, votre vélo d'appartement? Ah, c'est très bien, ça me fait du bien, ça me fait perdre du poids et puis j'espère que ça me donne encore plus d'entrain et surtout, ça lutte contre beaucoup de maux. Par exemple, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'asthme. On va en parler tout à l'heure. Une journée, donc, on chasse une autre après la journée du travail. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'asthme. Au niveau mondial, c'est la Global Initiative for Asthma qui œuvre. Elle est en principe fixée au premier mardi de chaque mois de mai. Il s'agit d'une journée d'échange et d'information réunissant professionnels de la santé et asthmatiques. Alors que vous soyez asthmatique, parent d'enfants asthmatiques, que vous soyez médecin ou professionnel de la santé, elle apporte donc information et soutien
Brochures gratuites, bandes dessinées, journal, aide aux associations de patients par exemple. En 2017, le thème retenu est « Contrôlez votre asthme, ne le laissez pas vous dominer ». Et puis, comme vous le savez, chaque fois que nous parlons d'une journée, nous faisons en sorte de la rimer donc à la réalité de notre pays. En Côte d'Ivoire, par exemple, 5 millions de personnes, 5 millions d'Ivoiriens donc, sont touchés par l'asthme. Lors de l'édition 2013, la salle de conférence du CHU de Cocody avait servi de cadre à la célébration de la journée mondiale de l'asthme. Et là, on a pu voir que c'est une pathologie qui touche bon nombre d'Ivoiriens, notamment les enfants. On y reviendra bien évidemment dans quelques instants. Hein. C'est important de le rappeler tout au long de cette journée afin de toujours continuer la mobilisation. Pour l'heure, je vous invite à faire des exercices physiques. Il paraît que c'est bon également pour ceux qui seraient asthmatiques. On regarde et c'est le coach Fabrice qui vous invite. Salut à tous, salut Eva, salut Marco, je suis très heureux d'être en votre compagnie pour continuer à travailler notre corps. Hier, nous avons travaillé le biceps et on a mis par-dessus des pompes. Aujourd'hui, nous allons travailler le triceps et on va faire des dips. Donc pour ce faire, vous aurez besoin soit d'un step, si vous en avez à la maison. Sinon, utilisez un tabouret assez stable ou le rebord d'un lit, ok? Et puis on va travailler. Donc si vous êtes prêts, top, c'est parti. Allez, on part là, on enroule les épaules. 1, 2, 3, 4 dans l'autre sens. 1, 2, 3 et 4. Allez, on attrape l'omoplate pour bien étirer le triceps. Allez, on tire par derrière. Voici, ça donne ça. 1, 2, 3, 4. L'autre bras, on fait pareil. Allez, 1, 2, 3 et 4. On termine avec les rotations au niveau des épaules là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On termine dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Le premier exercice que nous allons faire, on va prendre nos haltères. Donc, si vous n'avez pas d'haltères chez vous, aucun souci. Vos bouteilles de sable ou vos bouteilles d'eau font l'affaire. Donc, on prend nos haltères. On va faire une extension. Ok, vers là-haut. Là. 1, 2, 3. Ok. Donc, c'est simple. De profil, voici ce que ça donne. Les haltères sont dans le cou. Et on cherche à bien tendre les bras. Ok. Il ne faudrait pas ouvrir les coudes. Il faudrait les fermer. On en fait 10. Et puis après, on fait 2 fois 10 dips. Ok, allez, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, super, 9 et 10. Ok, allez là on pose les haltères juste à côté. On s'assoit là, on respire, on souffle un peu, on va faire des dips. On va mettre les mains là sur le rebord. Ok, ceux qui ne peuvent pas tendre les jambes pour faire cet exercice, vous les pliez, vous restez sur les talons là, et puis vous descendez. Ceux qui peuvent, on tend les jambes. Allez, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on souffle. 10 petites secondes, ok, et puis on y retourne. Respirez, respirez, détendez-vous. On repart encore. Une dernière fois. Allez, on remet les mains là. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on souffle, on se relève. On relâche un peu au niveau des bras. Ok, en principe, vous devez sentir déjà que ça tire au niveau du triceps. Ok, on souffle. On va passer à notre second mouvement. Ok, avec haltères. Allez. On récupère donc les haltères. Là. On ferme les coudes cette fois-ci au niveau des oreilles et on tend les bras. 1, 2, 3. On en fait 10. 4, 5, 6, 7. Super. 8, 9 et 10. Super. Allez, on a fini avec les haltères. On se rassoit pour faire nos dips. Ok. Allez, on souffle un peu. On va y aller. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on souffle. On prend 10 secondes de repos. Ok. Allez, encore un peu.
5, 4, 3, 2, 1. Et top, c'est parti. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on se rassoit. On a fini. Ok. Allez, détendez-vous. Si vous avez mal au bras, vous pouvez reprendre l'étirement du triceps là. Ok. Veillez à tirer, à maintenir cette position environ 4 à 10 secondes. Ok. Allez. De l'autre côté, on fait pareil. Super. Allez, on relâche juste un peu les bras. Bravo à vous. Je suis très content d'avoir pu faire cette séance avec vous. J'espère que chez vous aussi, vous avez apprécié. Donc, répétez la séance d'hier et celle d'aujourd'hui en combinaison. L'une le lundi et l'autre le jour d'après. Après, on prend un jour de repos et puis on reprend encore. De cette façon-là, je suis sûr qu'en 2-3 semaines, vous allez avoir de très jolis bras. Allez, merci à vous. Rendez-vous demain pour une autre séance. Ciao. Le jour se lève sur Abidjan. Merci d'être avec nous pour ce deuxième rendez-vous des matinales Les 100 pieds. Matin, bonne heure pour votre confort visuel. Prière donc de voir avec Christelle Akoussa qui est aux manettes. Et puis la température ce matin, 27 degrés dans la commune de Cocody d'où nous émettons. Merci une fois de plus. Alors, vous avez la clé? Vous avez la clé? Vous l'avez bien gardée? On peut démarrer? Allez, mettez le contact. Faites le son. Point haute, c'est parti. On est où pour notre première Christelle balade? Akoussa, où est-ce qu'on s'arrête aujourd'hui en premier lieu? Où est-ce qu'on va démarrer cette balade matinale à bord de la Vava Mobile, pardon, la Matino Mobile? C'est ça, la Maeva Mobile. Ne cassez pas le groupe, s'il vous plaît. Là, on est au grand carrefour de Kumasi. Kumasi, voilà, qui est, bon, l'image est statique, on est censé avoir en flux vidéo, mais bon, c'est pas grave, on a pu le voir. Pas grand-chose à signaler ce matin. Alors, deuxième photo, ou du moins deuxième vidéo, là nous sommes au De Gaulle, nous sommes au garde à vous, donc sur le pont général De Gaulle qui nous montre Abidjan qui se réveille tranquillement, tout doucement, dans sa splendide sérénité, protégée par les nuages. Waouh, quel poète! Je fais ça pour vous épater. C'est déjà fait, Marc. Merci beaucoup. Encore une escale, et cette fois ce sera aux deux plateaux, voilà. Dans votre quartier? Oui, deux plateaux sur le boulevard Latry, voilà, qui s'éveillent tranquillement. Beaucoup de Wawa en circulation. C'est vrai que hier c'était férié, aujourd'hui ils reprennent du service parce que tout le monde retourne au taf. Vous êtes tous comme nous aujourd'hui. Ensuite, nous avons Christelle Akoussa, nous avons Trècheville, Trèchetown, donc l'un des quartiers, l'une des communes, pardon, les plus chaudes d'Abidjan avec une circulation assez fluide. Voilà, j'espère que vous passez un très très bon moment et que vous vous réveillez bien. J'imagine que c'est pas facile de faire, de se réveiller là comme ça directement et puis après surtout cette fête de travail. Mais bon, vous savez qu'à Matin Bonheur, vous avez le droit de voyager tout en restant chez vous. Vous êtes en train de prendre le petit déjeuner, vous êtes en train de vous préparer. Eh bien, on vous envoie en Afrique du Sud pour un reportage assez... Regardez. Tous les cochons sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres, comme ces deux chouchous, Michael et Misty. Ils vivent avec près de 300 autres congénères dans ce refuge au nord de Johannesburg. Leslie Giles a fondé ce sanctuaire en 2004 pour sauver des chiens, mais elle s'est retrouvée submergée par des cochons domestiques dont leur propriétaire ne voulait plus. Aujourd'hui, nous avons 271 cochons qui vivent ici et nous ne pouvons pas en prendre plus. Il faut créer d'autres refuges pour cochons, vraiment. Marlène van der Berg a eu l'un de ces cochons nains. À l'achat, on lui avait promis qu'il resterait miniature. Mais les cochons nains adultes peuvent peser jusqu'à 70 kilos. Et Marlène n'en revenait pas de la taille que Bacon avait atteint. Ils sont tout mignons et adorables quand ils sont bébés. Et puis ils grandissent. C'est comme tout, ça grandit. Et les gens les abandonnent. En semaine, Leslie est manager d'un casino. L'essentiel de son salaire passe en frais pour nourrir et abriter les cochons réfugiés. Mais malgré tous ses efforts, elle en est persuadée, certains gorets dépriment. J'ai vu des cochons rester contre un mur sans bouger, refuser de se nourrir et se laisser mourir de faim, littéralement, parce que leur famille leur manque. Pour eux, leur famille, c'est leur troupeau. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont abandonnés. Oui, il y a plein d'autres animaux ici, mais ils avaient une famille et cette famille les a abandonnés.
La dépression chez les cochons est un vrai problème auquel les refuges doivent faire face. Au moins ces cochons ne finiront pas à la rôtissoire. Les plus chanceux feront même de vieux os. C'est pas un assez reportage qui a glamour. choqué plus d'un sur ce plateau. Et c'est vrai que ces images-là, très tôt le matin, bah, écoutez, ça accompagne tout simplement Non, mais pas les animaux au petit déjeuner. Si, mais pas les cochons. Enfin, je les aime bien dans mon assiette. Comme animal de compagnie, ce sera un peu plus compliqué par contre. On vous le disait, on parlait de l'asthme, et Marco le disait, on peut parler de la Côte d'Ivoire. La région la plus touchée, c'est l'Ouest, avec 20% des élèves ivoiriens qui sont asthmatiques, selon les études faites par la SIPP, qui est la Société ivoirienne de pneumophysiologie. J'espère que je le prononce bien. À ce sujet d'ailleurs, Marco. Là, c'est une maladie chronique, elles sont peu en guérie. À ce sujet, justement, le professeur Akadengui, agrégé de médecine et président de la SIPP, a été clair. On ne peut pas guérir de l'asthme car c'est une maladie caractérisée par une prédisposition génétique qui se réveille au contact de notre environnement. Ce qu'il faut faire, donc, c'est d'avoir une précaution, on ne le dira jamais assez quand on parle santé sur ce plateau de tous les instants. Essayer donc d'aérer, des gestes simples, d'aérer la maison, fuir l'humidité et puis le tapis, les chats, c'est à vraiment proscrire ou bien à entretenir de façon très très soignée. Voilà, on ne le dira jamais assez, on ne guérit pas, mais on peut vivre avec son asthme. Juste avant de recevoir notre spécialiste en technologie, Eva, on a un no comment. Il n'y a pas 50. Voilà, des images qui nous ont mis l'eau à la bouche. Mais moi, j'aimerais quand même remarquer une chose, Marco. Avant, le garba, c'était un plat qu'on pouvait tous se permettre sans dépenser des fortunes. Aujourd'hui, pour un bon garba, il faut minimum, je sais pas, 500 ou 600 francs. Moi, je n'en ai jamais mangé, donc je ne sais pas. Ah bah bon, d'accord. Mais Lassine qui est présent, je pense qu'il va abonder de mon sens, qui est un grand mangeur de garba, ça je le sais. Bonjour. Bonjour. Avec lui, on parle de techno. Alors, qu'est-ce que vous dites de l'augmentation du temps pour le garba? Et même désormais, les légumes. Revendications syndicales. Oui, les légumes, les tomates et les oignons, les piments, tout ça sont vendus également. Avant, c'était livré gratuitement avec le garba. Je m'insurge contre cette forfaiture. Grève. C'est la grève. Anti-poisson garba. Pour être plus sérieux, Lassina est là pour nous parler de garba connecté, pardon, d'Internet connecté, donc Internet. Garba connecté. Eh oui, c'est créé par Eva Amani. Ce sera juste après. C'est officiel.
le Garba connecté, pourquoi pas. Alors, Monsieur Techno, l'Internet des objets, c'est ce qui va constituer un peu le point gravitant aujourd'hui concernant Techno. C'est quoi déjà l'Internet gravité avant d'arriver au Garba connecté? Alors, on va dire l'Internet des objets, c'est quand Internet est plutôt, on va dire, étendu aux choses, aux objets de la vie quotidienne. De sorte à ce qu'on a la possibilité, par exemple, de faire parler soit une tasse et, par exemple, son mobile, ou alors on fait parler, par exemple, son réfrigérateur et son mobile, etc. Donc, la possibilité de mettre en commun, quelquefois, des choses qui, au départ, n'ont rien en commun en termes, on va dire, d'utilisation au quotidien, pratique, et qui, par le fait d'Internet, ont la possibilité, donc, de communiquer, d'interagir. Alors, quelle est l'utilité, justement, de faire interagir un réfrigérateur et un téléphone portable ou une télévision, par exemple? Alors, c'est, on va dire, dans l'évolution, en fait, aujourd'hui, les choses, on aspire donc à avoir une vie qui est plus simple. On veut utiliser donc les choses de façon plus simple. On veut que la vie soit toujours plus facile. C'est comme, par exemple, sa voiture, qui est un concept. La voiture, c'est un concept. Mais aujourd'hui, on peut avoir une voiture connectée, une télévision connectée, parce que l'évolution le permet, parce que la technologie le permet. Et pour mieux comprendre ça, justement, c'est qu'on a une petite vidéo de 60 secondes qu'on va donc vous présenter. L'Internet des objets, ou machine to machine, en fait c'est quand deux objets se mettent à parler entre eux. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais en fait c'est très utile. Prenez Paul par exemple. Paul a d'énormes difficultés à se lever le matin. Eh bien l'Internet des objets va lui faciliter la vie. Déjà son agenda va pouvoir dire à son réveil de se régler automatiquement pour que Paul arrive à l'heure à son premier rendez-vous. Et c'est aussi son réveil qui va déclencher l'ouverture de ses volets, allumer sa télé, et dire à sa machine à café de se mettre en marche pour que tout soit prêt lorsqu'il sortira de sa douche. Une fois en route, c'est la voiture de Paul qui va commander au réverbère de s'allumer sur son passage, permettant à la ville des économies d'énergie. Si pendant la journée, Paul passe devant un supermarché, son frigidaire va envoyer un SMS à son smartphone pour le prévenir que son stock de concombres est épuisé. En rentrant, sa voiture va demander à sa chaîne hi-fi de passer son morceau préféré lorsqu'il franchira la porte de chez lui. Et le soir, c'est son four qui lui enverra un texto quand son gratin de concombre sera cuit. Avec l'Internet des objets, Paul peut donc s'endormir tranquille, pourvu qu'il ne se soit pas trompé en notant l'heure de son premier rendez-vous. Alors, je me demande, les enfants de nos enfants, nos petits-enfants, vraiment, ce sera quoi le réveil, leur matin bonheur dans 200, 300 ans? Moi, je ne suis pas réfractaire du tout à la technologie, mais je trouve que ça fait peur quand même. Où est la part de l'homme dedans, de l'humanité, de l'humain? La part de l'humain réside justement dans la possibilité donc, que l'homme a de créer pour se faciliter en fait la vie. Et bien sûr, on va dire que tout est virtualisé aujourd'hui, mais l'homme reste toujours le centre d'intérêt. C'est pour les besoins de l'homme. Je pense que de la préhistoire, ou alors depuis le néolithique, etc., jusqu'à présent, la technologie qui nous a fait évoluer et voir les choses donc autrement. Et plus donc l'homme va évoluer avec les moyens qu'il faut, et plus il va se faciliter de plus en plus la vie. Imaginez-vous, il y a quoi, on va dire, lors de la révolution industrielle, on va dire au 19e siècle, la voiture, c'était encore quelque chose qui était un luxe, c'était compliqué, il fallait faire la mise au point. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des voitures qui sont des voitures connectées. Mais alors, justement, la part de l'homme dont parlait Marco, la technologie est en train de remplacer l'humain. Là, par exemple, c'est un emploi d'aide à domicile, par exemple, qui est supprimé, qui s'occuperait, par exemple, d'ouvrir le portail, de faire les courses, de regarder s'il y a des concombres qui manquent ou pas, d'informer éventuellement le pôle de cette capsule-là. Bah alors, c'est un poste qui a disparu carrément. Alors, les postes vont disparaître parce que tout simplement, comme lors de la révolution industrielle, encore une fois, je prends on va dire cet exemple. Lors de la révolution industrielle, on va dire au 19e siècle, vous avez donc une pléthore de personnes dans les usines qui travaillent à la chaîne, avec tout ce qu'on avait connu comme standardisation aujourd'hui. Mais de plus en plus, qu'est-ce qu'on retrouve en fait dans les usines? Ce sont des robots. Et ça ne veut pas dire qu'éventuellement l'homme est au chômage ou alors il n'a rien à faire. Il peut se reconvertir. Et se reconvertir, c'est toujours parce qu'aujourd'hui, on dit que le domaine des technologies, c'est devenu un pôle de croissance. Ça veut dire qu'on a la possibilité donc, de créer soi-même. Aujourd'hui, on peut être justement un simple codeur, programmateur informatique, et on gagne très bien sa vie avec, on peut en vivre pendant des années. On a la possibilité également donc, de constituer des startups, mais qui font de la recherche pour que justement, donc, on va dire ces entreprises, que ces hommes-là en fait, puissent travailler, puissent exister. Alors, les objets connectés, c'est bien beau, c'est bien intéressant, mais c'est subséquent aussi à des velléités au niveau de la technologie. Ça peut ne pas marcher. Au final, si tout est connecté, est-ce qu'on ne craint pas, par exemple, les risques de piratage ou des risques de bugs
tout simplement, comme on a eu le cas en 2000. Tout à fait. Alors, cette question est une question fondamentale, la question de la sécurité. Donc, sur Internet, bien sûr, on a vu donc Amazon, Airbnb, des grands sites Internet et quelquefois même des serveurs qui ont été piratés. Mais de plus en plus, quand on va dire vers la big data, vers une masse d'informations qui permet aujourd'hui, je veux dire, de pouvoir échanger. Donc, ce qui va se faire, c'est que les spécialistes ou alors les grosses boîtes comme Google, Amazon, etc. vont se spécialiser, ou alors même Cisco, vont se spécialiser en fait en matière de sécurité. Et la sécurité sera, on va dire, l'un des points forts de notre développement des technologies. Donc, ce n'est pas des choses à craindre. C'est vrai qu'elles peuvent arriver comme dans tous les domaines. Ce n'est pas juste dans le domaine de la technologie. Je pense même que dans le domaine de la sécurité physique, aujourd'hui, c'est des choses qui existent quelquefois, les défaillances, etc., de l'homme, de quoi. Ça va toujours exister. Mais ce qui est sûr, c'est que plus on va évoluer en termes d'utilisation de la technologie, plus vous allez voir des entreprises qui vont se spécialiser donc, dans la sécurité de plus en plus pointue. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a des exemples, je dirais, concrets d'objets connectés qui sont utilisés et qui marchent dans le monde? Alors oui, les objets donc, connectés, déjà on a nos montres connectées, les voitures connectées, on a aujourd'hui... La valise connectée. La valise connectée, on a même aujourd'hui des hôpitaux connectés. Aux États-Unis, quand vous allez quelquefois en Californie, que je puis voir, donc vous avez des hôpitaux connectés. Ça veut dire que le médecin a son bracelet. Quand on l'appelle, donc il peut savoir quelle est la chambre donc, il appelle, ou alors il peut savoir quel est le patient de quelle chambre, qui a par exemple donc, un petit malaise, ou alors qui a sa tension, soit qui vient de monter, etc. Ça permet donc de réagir au plus vite. Et puis la ville de Nice, que je sais que Marcelin aime beaucoup. La ville de Nice, aujourd'hui, on va dire qu'elle est une ville connectée. Les autorités municipales, à ce moment, donc, ont pris la décision justement de connecter. Vous avez des lampadaires, par exemple, qui sont des lampadaires connectés. C'est-à-dire que c'est quand vous passez que la lumière, en fait, s'allume. Vous avez, par exemple, des routes connectées. Ça permet des économies d'énergie. Des économies d'énergie. Vous avez également, on va dire, des parkings donc, connectés. Vous pouvez donc, à partir d'une application que vous téléchargez, pouvoir vérifier, en fait, quelle est la place donc, de parking qui est libre. Vous venez donc vous garer et vous payez tout simplement. Vous avez parlé de Nice. Je confirme, j'aime bien, même si j'aime pas le fait qu'ils aient battu le PSG. Vous avez parlé des États-Unis, mais et l'Afrique dans tout ça? Alors, l'Afrique est en train de se mettre, on va dire, au diapason. C'est vrai que les infrastructures, on va dire, le développement n'est pas toujours forcément aussi rapide que celui en Europe, aux États-Unis ou alors en Asie, mais en train de se mettre en place. D'ailleurs, il y a des conférences qui se font de plus en plus pour pouvoir, on va dire, normaliser cela, mais également la 5G, on est déjà en train de travailler dessus, ce qui va permettre donc des échanges en fait, d'informations de plus en plus rapides. Donc l'Afrique, on va dire, n'est pas à la traîne, parce que la technologie, il faut savoir qu'il y a un cycle en fait, de la technologie aujourd'hui. Alors c'est un peu dommage, on va dire, pour quelquefois, quand on est en Afrique, mais ce n'est pas, on va dire, une fatalité. C'est que vous avez toujours, les technologies commencent donc à être utilisées, on va dire, aux États-Unis, quelquefois donc qui arrivent en Europe et ensuite quelquefois en Asie ou en Afrique. C'est en fait, si vous voulez, c'est le cycle. Et plus ça fait le tour, et quand on arrive chez nous, donc les infrastructures sont amorties et tout ça, et ça se démocratise, et nous on a la possibilité, quelquefois ça se fait sur un cycle d'1 an, 2 ans, etc. Donc ça, c'est pas vraiment une fatalité. Le temps qu'on mette en place nos infrastructures, et déjà les premiers objets connectés, on a commencé quand même à les utiliser. Voilà. On parle du Rwanda par exemple. Le Rwanda qui est aujourd'hui, quand vous arrivez à Kigali, vous avez par exemple la ville, on va dire la ville est hyper connectée. Absolument. Parce que vous avez l'Internet qui est partout, des objets donc que vous pouvez avoir, les hôtels, les identifier, etc. et tout ça. Donc c'est un peu un exemple. Et puis vous avez par exemple même la Malaisie également aujourd'hui, qui est une ville hyper connectée, mais également la ville de Bangkok. Donc, on a eu le privilège de visiter. Également, qui sont des villes, quelquefois, on va dire des villes émergentes dans l'utilisation, dans l'usage en fait, de la technologie, et notamment, principalement, donc, pour les objets connectés comme les voitures, les hôpitaux ou alors les lieux publics. Merci beaucoup. Merci, Lassina, et merci à tous ceux qui sont connectés d'ailleurs sur Matin Bonheur. Je profite pour faire un coucou à Val Kodesh, qui est l'un des aficionados, c'est comme ça que ça se dit. Hein. Aficionados. Bon, bref, un des fidèles. Non, j'ai un problème avec ce mot. J'ai un problème avec ce mot, j'aurais jamais dû l'utiliser. En tout cas, qui est un des fidèles de Matin Bonheur. Merci à toi. Merci beaucoup également à tous ceux à travers donc, le monde entier qui regardent, qui sont connectés donc, à notre magazine de ce matin. Christelle Akoussa réalise bien sûr ce rendez-vous, c'est le 2e de la semaine. Et si on se faisait encore un dernier no comment juste avant d'aller au journal. Regardez. Jamais savoir qui a ramassé, rien qui filait.
Jeunes désœuvrés, toujours sur les routes dégradées, en train de refermer. Les nids de poules évacués, les eaux usées, dans nos quartiers, est devenu les gains quotidiens, environnement dégradé, environnement insalubre. Cause d'accidents, cause de multiples maladies, autorité, Agnès Kifio, Aboukania Zenio, Niamou Bokaro. C'est la réalité aussi. Hein. Ah oui. On l'a dénoncé suffisamment ici, mais c'est toujours d'actualité. Certains quartiers croulent sous des tas d'immondices. C'est désolant pour la population qui s'expose ainsi, ou qu'on expose, je devrais dire, à des maladies, et c'est grave. Bon, bref, on passe au journal. Il sera présenté aujourd'hui par Maïsako. RTI 1, la chaîne qui rassemble. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Un ciel nuageux s'installera le long du littoral du sud forestier au centre-ouest, mais aussi à l'ouest du pays, ce qui ne manquera pas d'apporter quelques faibles pluies localisées. Le ciel s'éclaircira progressivement sur ces zones et dans le reste du pays, le temps restera généralement nuageux avec de l'âge éclairci. Le mercure affichera pour cette matinée 27 degrés à Abidjan, 25 dans les villes d'Adiaké, Bondoukou et Bouaké, 24 degrés à Daloa, 25 degrés à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 25 à Korogo, 23 à Mans, 24 degrés à Odiéné, 27 degrés dans les villes de San Pedro et Sassandra, 24 degrés à Tabo et 25 degrés dans le district de Yamoussoukro. Au cours de l'après-midi, le temps sera globalement ensoleillé sur l'ensemble du pays malgré quelques passages nuageux. Toutefois, de l'instabilité s'installera progressivement dans l'ouest et dans le sud forestier, ce qui débouchera sur des pluies parfois orageuses qui affecteront par la suite le nord et quelque peu le littoral. Côté température pour cet après-midi, on notera 32 degrés à Abidjan, 31 à Adiaké, Bondoukou affichera 36 degrés, 33 degrés à Bouaké, Dalo affichera 32 degrés, 34 degrés à Dimbokro, Gagnoa 32 degrés, 35 degrés à Korogo, à Mans on notera 31 degrés, 35 degrés à Odiéné, 31 degrés dans les villes de San Pedro, Sassandra et Tabou et 33 degrés à Yamoussoukro. Très bonne suite de programme et agréable journée à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Hier, lundi 1er mai, c'était la fête du travail, une journée instituée pour célébrer les travailleurs. Ici, en Côte d'Ivoire, elle a été marquée par une cérémonie au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara et des centrales syndicales. Ces dernières ont égrené leurs différentes doléances. En réaction, le président de la République a prôné la trêve sociale. On en parle avec Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, et les forces vives de la nation ensemble ce lundi 1er mai pour célébrer le travail. Une cérémonie commémorative qui se veut un moment privilégié d'échange entre le chef de l'État et les organisations syndicales. Cette journée dédiée aux travailleurs interpelle aussi sur les urgences socio-économiques auxquelles le pays doit faire face. Prenant la parole, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, a salué le président de la République pour ses efforts en faveur de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, avant d'inviter ces acteurs clés du développement à préserver la paix sociale. Le renforcement du dialogue social est une priorité pour le gouvernement, car
Tous dans ce pays, nous savons qu'il ne saurait y avoir de développement harmonieux et soutenu sans la préservation de la paix sociale. L'atteinte de l'émergence à l'horizon 2020 est à ce prix. Les travailleurs, représentés par 5 centrales syndicales, Humanisme, Unatraci, FESACI, Dignité et UGTCI, ont dressé un bilan du monde du travail avant d'égrener leur chapelet de doléances et revendications, tournant notamment autour de la cherté de la vie, l'insécurité, le stock des arriérés d'avancement des fonctionnaires. Si les fonctionnaires ont exposé leurs revendications sans détour, le président de la République Alassane Ouattara, en retour, leur a parlé en toute franchise. J'ai été peiné par ces manifestations, car elles marquent une différence d'appréciation entre notre action quotidienne et la perception des corps revendicateurs. J'ai été meurtri par la forme inédite de ces manifestations que je condamne. Les Ivoiriens et les populations vivant chez nous ont été effrayés. L'administration a été bloquée et les activités économiques perturbées. La paix et la stabilité que nous avons restaurées ensemble après tant d'années de travail et de sacrifices ont été fragilisées pendant quelques semaines. Aucune revendication, quelle qu'en soit la légitimité, ne doit remettre en cause la marche de notre pays vers le développement. Mon rôle en tant que président de la République est d'être continuellement à votre écoute pour vous apporter des solutions en vue d'améliorer les conditions de vie de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien. Pour le président de la République, c'est le travail qui crée les conditions d'épanouissement des populations. Et en 6 ans, la Côte d'Ivoire a parcouru beaucoup de chemins. Oui, en seulement 6 ans, nous sommes parvenus à classer notre pays parmi les économies les plus dynamiques au monde, avec un taux de croissance estimé à environ 9% par an, en moyenne, au cours de ces 5 dernières années. Le SMIC a pratiquement doublé, passant de 36 000 francs CFA à 60 000 francs CFA par mois. Après 25 ans de blocage, les fonctionnaires ont vu leur salaire débloqué en 2014. Les agents techniques de la santé ont eu une augmentation de leur salaire moyen mensuel qui est passé de 222 000 francs CFA en 2011 à 375 000 francs CFA en 2016. Le salaire moyen mensuel des cadres de la santé est passé de 450 000 francs CFA en 2011 à 775 000 francs CFA en 2016. Oui, j'ai tenu à le faire parce que quand nous avons regardé les grilles, j'ai trouvé que ce n'était pas normal, que les agents de la santé n'étaient pas rémunérés de manière équivalente au cursus scolaire et universitaire qui était le leur. Les enseignants du primaire ont vu leur salaire moyen mensuel augmenter de 264 000 francs CFA en 2011 à 390 000 francs CFA par mois. Ceux du secondaire, de 419 000 francs CFA à 511 000 francs CFA en 2016. Ce sont les salaires les plus élevés de la sous-région. Oui, ce sont les salaires les plus élevés de la sous-région. Et comme vous le savez, je vérifie les chiffres avant de les rendre publics. Au niveau des enseignants du supérieur, le salaire moyen mensuel est passé de 798 000 francs CFA en 2011 à 1 100 000 francs CFA en 2016. Dans un esprit d'apaisement, le chef de l'État a levé les mesures administratives qui frappaient certains fonctionnaires grévistes. Il a exhorté par ailleurs les travailleurs à privilégier le dialogue. J'approuve totalement
l'appel du gouvernement à une trêve sociale. À une trêve sociale qui devra être conclue d'ici la fin du mois de juillet. Elle doit nous permettre de travailler sereinement à la résolution des problèmes identifiés. Cette trêve sociale n'est en rien un renoncement ou un signe de faiblesse pour le gouvernement ou les partenaires sociaux. Elle est l'expression d'une prise de conscience de notre responsabilité individuelle et collective à préserver l'essentiel, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le bien des Ivoiriens. Comme les années précédentes, la fête du travail a été marquée par la remise de brins de muguet aux dames des organisations syndicales. Une fleur qui, selon la légende, porte bonheur. Le président de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, est à Abidjan. Il effectue dans le pays une visite de 48 heures. À son arrivée hier, il a été accueilli par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Aujourd'hui, le président bissau-guinéen doit s'entretenir avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Chantal Eouman Akandan. José Mario Vaz, le président de la République de Guinée-Bissau, est à Abidjan depuis ce lundi après-midi. Il a été accueilli à son arrivée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Point culminant de sa visite, la rencontre avec le président ivoirien Alassane Ouattara. L'audience est prévue ce mardi matin au palais présidentiel au Plateau. Nul doute que les deux hommes d'État plancheront sur le dynamisme de la coopération entre les deux pays. Signalons que la Guinée-Bissau fait partie des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La Guinée-Bissau est un pays luxophone de l'Afrique de l'Ouest. On y parle aussi le français. Ce pays est situé entre le Sénégal et la Guinée. Le séjour de José Mario Vaz en Côte d'Ivoire prend fin après sa rencontre de ce mardi avec son homologue ivoirien. Du 1er au 5 mai, la Côte d'Ivoire abrite la 6e réunion des ministres chargés de la défense des pays membres de la communauté des États sahélo-sahariens (CENSAD). Thème retenu, ensemble contre le terrorisme pour la sécurité et le développement mutuel. Une rencontre préparatoire des experts s'est tenue en prélude à ce conclave. Abou Sanougou. La réunion des experts préparatoire à la 6e réunion des ministres chargés de la défense des pays membres de la CENSAD, la communauté des États sahélo-sahariens, va durant 3 jours leur permettre de plancher sur plusieurs questions portant sur la lutte contre le terrorisme dans l'espace sahélo-saharien et la criminalité transfrontalière autour du thème « Ensemble contre le terrorisme pour la sécurité et le développement mutuel ». Une telle situation requiert donc, sur le plan sécuritaire et celui de la défense, davantage de coopération, de coordination entre les États membres et entre les différentes administrations concernées par les questions de paix et de sécurité. Les présentes assises seront l'occasion de prendre les décisions appropriées en vue de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité au sein de l'espace CENSAD. Et il s'agira dans ce cadre de tout mettre en œuvre en vue de l'adoption effective des tests relatifs à la création du centre CENSAD de lutte contre le terrorisme. Nous évaluerons également les mesures de lutte contre le terrorisme dans notre espace et devons prendre le temps d'analyser les 4 communications que propose la Côte d'Ivoire, pays hôte, à savoir la mise en place d'un centre CENSAD de cyberdéfense, le développement inclusif comme facteur de lutte contre le terrorisme, l'harmonisation et la mutualisation des moyens de lutte antiterroriste, la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre dans l'espace CENSAD. La 6e réunion des ministres chargés de la défense des pays membres de la CENSAD s'ouvre ce jeudi 4 mai. Elle va accueillir plus de 300 participants en provenance de 28 pays membres de cet espace. À l'étranger, le Front Polisario, mouvement indépendantiste, dit être prêt à entamer des négociations avec le Maroc sur la base du droit des Sahraouis à l'autodétermination. L'annonce a été faite hier à Alger par un membre de la direction du Polisario.
Environ 4000 personnes ont pris d'assaut les rues de New York aux États-Unis à la faveur de la Journée internationale des travailleurs. Il s'agissait pour ces manifestants de rappeler au président Donald Trump que les immigrés participent activement à l'économie du pays. Le cortège a été marqué par des altercations parfois violentes avec des partisans de Donald Trump venus chercher l'affrontement. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci Maïsako. Maïsako, c'est toujours un plaisir de vous avoir pour égrener le chapelet d'informations dans cette matinale. On vous plaisir partagé. Oui, absolument. On vous retrouve quand déjà? Demain déjà. Toujours avec le même plaisir. Elle également, on la retrouvera demain, mais on va vraiment profiter de sa vista et surtout de son débit fluide et qui nous rappelle les accents. Donc, du 9-2, Timfa du 9-2, c'est bien sûr la revue de presse qui s'offre à vous maintenant. Et on démarre avec mon coup de cœur du jour, c'est l'excellent éditorial de Moritier Camara, à lire dans Fraternité Matin. Il s'intéresse à la fin donc des partis politiques et rappelle que le XXe siècle fut celui des idéologies pour lesquelles beaucoup étaient prêts à mourir ou à tuer. Et les partis politiques construits sur ce moule n'ont pas résisté au rouleau compresseur de la mondialisation avec le triomphe du libéralisme. Alors une situation qui a contraint les gouvernements à se conformer aux lois du libéralisme et à gérer leur pays au gré de la conjoncture. Et déjà en 1940, la philosophe Simone Veil, à ne pas confondre avec la personnalité politique bien sûr, estimait qu'on pouvait aussi bien confier au diable qu'aux partis politiques l'organisation de la vie publique. Car en effet, l'utilisation souvent opaque des deniers publics que révèlent les scandales récurrents démontre que les enjeux de pouvoir sont internes aux partis. Ces derniers fonctionnent comme des agences d'intérim qui fournissent emploi et débouchés à leurs cadres au sein des ministères, ambassades et autres sociétés d'État. Alors c'est le vice de la démocratie représentative que d'être en réalité une oligarchie tenue par les politiciens de carrière et qui confine le citoyen dans le rôle d'électeur. Je vous invite donc à découvrir cette tribune dans Fraternité Matin. Autre sujet, dans l'Inter, la fête du 1er mai célébrée hier au palais de la présidence de la République a été ponctuée par un discours du chef de l'État. Alassane Ouattara a évoqué des actions gouvernementales visant la relance économique de la Côte d'Ivoire, notamment le déblocage des salaires des fonctionnaires, à quoi s'ajoute l'augmentation du SMIC qui est passé de 36 000 à 60 000 francs CFA et à ce jour, indique le président de la République, plus de 8,5 milliards de francs CFA ont été consacrés aux femmes pour la création d'activités génératrices de revenus. On poursuit avec l'intelligent d'Abidjan. 5 centrales syndicales jugées les plus représentatives par l'État ont eu chacune 10 minutes pour exposer leurs revendications. Et Soron Mamadou de la centrale syndicale humaniste, présent hier sur le plateau de Matin Bonheur, a répondu au président Alassane Ouattara sur un brin d'humour. La trêve sociale que vous demandez ne se décrète pas, elle se négocie avec des propositions concrètes. Pour sa part, Kotibo Yves de l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire pense que les conditions favorables à l'obtention d'un accord véritable et durable sur la trêve sociale passe par la reconnaissance par l'État de la dette du stock des arriérés. Même son de cloche pour l'UGTCI et la centrale Dignité. Quant à Traoré Doya de la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, il ajoute donc à la longue liste des revendications une révision de la loi portant statut général de la fonction publique. Elle est pour la page internationale. Je vous propose un récapitulatif en images de la semaine écoulée et force est de constater que le peuple était dans la rue. Et on commence avec le repos du manifestant avant de repartir au combat. Ça se passe au Venezuela où depuis près d'un mois, des milliers d'opposants au président défilent régulièrement. La manifestation suivante se déroule en France contre les 2 candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Vous pouvez lire ni Macron ni Front National. Le changement, c'est maintenant. On part maintenant en Serbie pour une manifestation contre le gouvernement du Premier ministre qui, sans démissionner de cette fonction, a également été élu le 2 avril dernier au poste de président de la République. Sur l'image suivante, on y voit des Indiens qui manifestent contre le gouvernement de Michel Temer qui, selon eux, viole les droits des peuples indigènes au Brésil.
Vous les voyez, ces derniers ont tenté d'entrer dans la Chambre des députés armés de flèches et d'arcs. Et on va clore cette revue de presse avec un dernier cliché. On est à Beyrouth, au Liban. L'image peut paraître légère, mais la cause est profonde. L'artiste Mireille Onin a accroché une trentaine de robes de mariée. Elle entend ainsi protester contre l'article 522 du Code pénal libanais qui permet aux violeurs d'échapper à la prison s'ils épousent leurs victimes. Et c'est à lire dans Courrier international. Allez, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très belle journée et une bonne continuation d'émission. Je vous retrouve donc demain. À demain. À demain, Miss JJ. À demain. Dans quelques instants, nous allons recevoir Méliane Lorne pour parler toujours éducation comme tous les mardis sur ce plateau. Mais on va faire un coucou à la semaine africaine de vaccination et on regarde ce reportage. Yopougon, marché Gouraud. 26 avril 2017. 2 jours après le coup d'envoi de la semaine africaine de vaccination, c'est ici l'une des cibles de la FENOCI, la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. Objectif, rabattre le maximum possible de femmes et d'enfants vers les différents postes de vaccination. Les femmes enceintes, les enfants de 0 à 11 mois, venez vous faire vacciner. Les mamans santé, celles qui sont enceintes, de 0 à 11 mois, venez vous faire vacciner. Cette semaine consiste à faire des rattrapages. Parce que tous les jours, les gens font les vaccinations de routine. Mais il y a des perdus de vue. Des enfants qui ne se font vacciner et qui sont sur les marchés. Alors, l'innovation que la fédération, qui est une société civile forte auprès du ministère de la Santé, a initiée cette année, est que nous alignons sur les marchés où toutes les femmes qui ont des bébés qui ne se font pas vacciner se retrouvent. Donc, une campagne de proximité sur un marché. Le choix du lieu n'est pas un hasard. La santé avant tout. Quand il y a la santé, nous pouvons courir, on peut aller chercher de l'argent comme on le fait à 4 h du matin, on se lève. Mais sans la santé, on n'y peut rien. Mais quand les gens viennent, des bonnes volontés viennent vers nous dans les marchés, il faut qu'on se lève, il faut qu'on vienne pour les écouter. Tout ça, c'est pour nous-mêmes, notre bien-être. Même pas le temps. On est habitué à le commerce. Si on fait un jour sans vendre, on s'est dit qu'on a laissé passer notre argent. Donc on préfère venir vendre au de nous suivre. Sans la santé aussi, on ne peut pas vivre. Mais moi j'ai remarqué que quand on vaccine les enfants ne boitent plus, les enfants sont normaux et puis tout le monde est normal. Expliquer le bien fondé de la vaccination pour se protéger de 11 maladies telles que la méningite, la fièvre jaune et l'hépatite B. Mais pas seulement. Pour joindre l'acte à la parole, en collaboration avec le district sanitaire de Yopougon-Est, la FENOCI a installé une stratégie avancée, un poste de vaccination sur place. Pour cet autre soutien aux initiatives du gouvernement ivoirien et de l'Organisation mondiale de la santé, la FENOCI a déployé l'ensemble de ces 300 organisations sur toute l'étendue du territoire national. Qui prend en charge bien sûr tous les pans qui concernent et qui préoccupent toutes les couches sociales, la santé, mais aussi l'éducation. Ça tombe bien, nous aimerions dédier et surtout saluer un enfant très intelligent qui a fêté son anniversaire hier. Il s'appelle Ungoran Kofi Junior. On lui souhaite un joyeux anniversaire, ça tombe bien. Il est très intelligent à l'école, comme disent ses parents. Et on va parler justement de l'intelligence de l'enfant. Comment faire en sorte que cette intelligence-là soit vraiment effective, comment l'entretenir et puis comment déceler cela très tôt. C'est le rôle de notre spécialiste éducation, Méliane Lorne. C'est dans le volet éducation. C'est parti. Bonjour, soyez la bienvenue. Merci. On vous écoute. Bonjour Eva. Aujourd'hui, le thème qui nous rassemble, c'est « Mon enfant est-il intelligent ?» Alors, à entendre le thème, on pourrait penser à un parent qui s'interroge « Est-ce que son enfant est intelligent ?» Déjà, j'aimerais dire que l'homme est intelligent parce que l'intelligence, c'est ce qui nous distingue des autres êtres vivants. Voilà. Alors, l'intelligence de l'enfant, voilà, passe par différents stades. J'aimerais déjà qu'on sache que l'intelligence de l'enfant passe par différents stades. Alors, on a le premier stade, c'est le stade sensorimoteur. Voilà. C'est une période qui s'étale de 0 à 2 ans où l'enfant va apprendre
par son corps à connaître le milieu, voilà, où il va connaître le goût, l'odorat et tout ça. Donc, on aura... Il va reconnaître les gens autour de lui. Effectivement. Voilà. Et le deuxième stade, c'est le stade préopératoire. Voilà. Donc, à ce stade déjà prend en compte la période de 2 à 7 ans. Voilà. Donc, à ce stade, l'enfant va poser beaucoup de questions, il va commencer à s'interroger, à beaucoup parler. Voilà. Et après ce stade, on a aussi le stade des opérations concrètes. Voilà. L'enfant va commencer à raisonner. Il va commencer à comprendre les choses, à s'intéresser aux choses des adultes. Et le dernier stade, qui est le stade des opérations formelles, là, l'enfant va maintenant raisonner. Il va faire des déductions, des hypothèses. Alors, ces 4 stades vont permettre à l'enfant de, développer, de mettre en place petit à petit son intelligence. Et le dernier stade, c'est à partir de quel 7 ans? Voilà. Parce qu'on dit que 7 ans, en général, c'est l'âge de la raison. D'abord, le stade préopératoire, c'est de 7 à 11 ans. Donc, le dernier stade, c'est de 11 ans à l'âge adulte. Mais il faut dire que c'est à partir de 16 ans que l'enfant va dire il est plus mature. Là, il est intellectuellement, il peut se comparer à un adulte seulement. Du côté affectif, il n'est pas encore un adulte. Quel rôle doivent jouer les parents? Parce que j'imagine que c'est un rôle clé, mais concrètement, ça se passe comment? De la naissance jusqu'à arriver à cette étape-là dont vous parlez à l'instant. Voilà. En fait, le parent doit accompagner l'enfant. Comment? Il sait que, par exemple, avec ce que je viens de dire, à partir de 0 à 2 ans, les manifestations qui suivent. Donc, le parent doit, connaissant l'enfant, puisque l'enfant réagit en fonction de ce qu'il comprend, voilà, et de ce qu'il perçoit. Donc, le parent doit accompagner l'enfant, aider, parce que l'environnement aussi détermine l'intelligence. Effectivement, il n'y a pas que les facteurs héréditaires, il y a l'environnement, et puis aussi il y a le domaine social. Voilà. Donc, il faut vraiment accompagner l'enfant pour qu'il arrive à maturation. Alors, si l'enfant ne respecte pas les différents stades que vous avez énoncés précédemment, vous l'avez dit, il y a le stade des questions post-opératoire? Non, le stade des questions, c'est la période préopératoire. Voilà. Période préopératoire. L'enfant est censé poser des questions sur ce qui l'entoure, sur ce qu'il voit, comment ça marche, pourquoi. C'est la période de pourquoi ceci, pourquoi cela. Si l'enfant ne respecte pas ces étapes-là et qu'à l'âge où il est censé être à cette étape, il ne pose pas ce genre de questions, est-ce qu'on peut en déduire que l'enfant n'est pas intelligent? Non, on ne peut pas en déduire que l'enfant n'est pas intelligent. En fait, il peut avoir des variations. L'enfant peut être quelquefois en retard ou en avance, mais toujours est-il que tous les individus passent par ces différents stades. Voilà, c'est ce qui nous constitue, c'est ce qui nous permet d'évoluer. Est-ce que celui qui a la plus forte moyenne dans une classe est le plus intelligent? Dire que celui qui a une plus forte moyenne est le plus intelligent, je dirais... en même temps, oui et non, parce qu'il a une manière de déterminer l'intelligence. C'est vrai que l'intelligence, tout le monde est intelligent, mais nous disposons, nous les psychologues, de tests, voilà, pour évaluer le quotient intellectuel de l'enfant, qui nous permet de dire s'il est dans la moyenne, s'il est surdoué ou s'il est... Parce qu'il y a l'intelligence à l'école, il y a l'intelligence dans la vie. Oui, effectivement, l'intelligence c'est à plusieurs niveaux. Comme on dit, l'intelligence de l'école, l'intelligence de la maison. L'intelligence c'est à plusieurs niveaux parce que vous voyez, dans la société, il y a des gens qui excellent dans d'autres domaines, pas forcément scolaires. Voilà, l'intelligence c'est dans tous les domaines. Voilà, parce qu'il y a plusieurs mêmes types d'intelligence. Il y a l'intelligence logico-mathématique, linguistique, voilà, jusqu'à 7 types d'intelligence. Donc, nous tous, nous possédons les mêmes domaines, mais on va dire qu'une peut dominer sur l'autre. À quel moment les parents peuvent dire, ouf, se regarder et se dire, notre enfant est intelligent? Bon, déjà, par les notes, quand tout va bien, maintenant, un enfant peut être intelligent et avoir aussi de mauvaises notes. De mauvaises notes, justement. Voilà. Effectivement, c'est pourquoi il faut dépister plus tôt. Il ne faut pas être trop focalisé sur les notes de l'école. C'est-à-dire, moi, tant que mes enfants sont moyens et que je constate qu'ils savent distinguer beaucoup de choses, qu'ils savent faire la part des choses, je suis serein quand même. Effectivement. Non? Voilà. Alors, justement, il faut savoir dans quel domaine est-ce que l'enfant est intelligent et dans quel domaine il peut exceller. Comme disait Albert Einstein, tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Donc, forcément, un enfant peut faire des choses que l'autre ne ferait pas et inversement. C'est pourquoi il est important de connaître le niveau, de connaître plutôt le type d'intelligence de l'enfant. Voilà, dépister cela plutôt et puis l'aider, l'accompagner afin que cela puisse bien lui réussir pour son épanouissement et pour la suite. Quelques conseils pratiques aux parents? J'aimerais dire déjà aux parents que
qu'ils doivent être vraiment patients avec les enfants parce que l'âge de l'enfant évolue aussi avec son développement. Voilà. Il ne faut pas brutaliser l'enfant ou le stresser, mais il faut savoir l'accompagner. S'ils ne peuvent pas l'accompagner tout seul, eh bien, ils peuvent s'adresser à des spécialistes et nous sommes là pour les aider. C'est vrai que les parents me disent souvent en révisant, étudiant avec les enfants, vu que pour un adulte ça paraît tellement évident, ils n'arrivent pas à comprendre que l'enfant ne comprenne pas et puis voilà, ils n'ont pas la patience, pas la pédagogie. C'est vrai que quand on manque de patience pour ne pas braquer l'enfant, qu'il fasse tout de suite un blocage vis-à-vis des études, autant prendre un répétiteur ou demander des heures supplémentaires à l'école avec quelqu'un qui a la pédagogie et qui pourra mieux encadrer l'enfant. Effectivement. Autre chose à ajouter? Oui, j'aimerais aussi dire aux parents qu'il est important de savoir, de créer les conditions pour que l'enfant puisse évoluer sur le plan intellectuel. Voilà, parce que l'enfant, c'est un être en développement. Il n'y a pas que le développement intellectuel, il y a le développement affectif, il y a le développement psychomoteur. Et il est important de savoir accompagner l'enfant pour son épanouissement futur et pour aussi une réussite scolaire. Merci Méliane. Merci. Merci à vous. Vous êtes très intelligente, vous, ça. Merci. Alors, on va passer à la thématique de cette émission. C'est la dernière ligne droite, celle que vous retrouverez d'ailleurs à 14h30 sur RTI 1 en rediffusion. Et nous aurons aujourd'hui le grand plaisir de retrouver notre avocat maison préféré, Maître Koneki Obien, avec qui il sera question de la vie syndicale en entreprise. Hier, c'était la journée du travail. Nous avons eu un syndicaliste sur ce plateau. Aujourd'hui, nous avons trouvé bon de parler encore de travail et de vie syndicale dans la rubrique droit. Ce sera dans quelques instants. Il sera installé pour leur jingle et les mots explicatifs. On se retrouve juste après. Élégance, désir, fraîcheur, distinction, légèreté, précieuse. Beaufort-Lager, l'origine de la fraîcheur. Maintenant disponible avec nouvelle capsule pull-off sur les formats 33 centilitres et 25 centilitres. Portuaire d'Abidjan. Ce groupe est en pleine réunion pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des salariés. Et au cœur de la discussion, la revendication d'une assurance en cas d'accident. Parmi ces hommes, Soumaoro, secrétaire général du syndicat, qui explique ici les bases de la création de ce syndicat. Nous sommes dans une société où il y a pratiquement plus de 18 ans, il n'y a pas d'avancement catégoriel. On avait un mandat, c'était quoi? L'avancement catégoriel de nos employés. On a eu à échanger avec l'employeur, il nous a promis la fin du premier trimestre de l'année 2017 pour cette amélioration catégorielle. Le syndicalisme en entreprise vise à valoir les intérêts moraux ou matériels, collectifs ou individuels de ses membres. Mais cette lutte n'est pas toujours bien comprise par de nombreux employés. Alors, ils refusent d'adhérer au syndicat tout en étant convaincus que les employeurs et les responsables de syndicats sont ensemble juste pour défendre leurs intérêts personnels. C'est un organe qui est chargé de la défense des droits des travailleurs. Aujourd'hui, tous les syndicats sont corrompus avec le patronat. Donc, souvent même pour défendre les droits des travailleurs, même c'est impossible. Pour avoir des postes, il faut être syndicaliste. Il suffit que de revendiquer un peu, on te prend, on te positionne. Donc aujourd'hui, les syndicats travaillent pour les patrons. Donc, il ne peut rien apporter de positif aux travailleurs. Oui, c'est vrai que bon, il arrive des cas où les agents n'ont pas l'impression que les syndicats posent suffisamment le problème. En fait, quand on est syndicaliste aussi, il s'agit de pouvoir manier le bâton et la carotte. Il ne s'agit pas de tout bloquer pour pouvoir tout obtenir. Parce que en fait, dans le syndicalisme aussi, c'est ça. Pourtant, assure ce secrétaire général, son syndicat SAFI a mené des combats pacifiques pour les droits des employés et a remporté pas mal de victoires. Nos chauffeurs, on les a obligés à un programme que personne n'était au courant. Enfin, on leur a imposé un programme qu'ils n'ont pas accepté. Maintenant, ils ont fait recours au syndicat
Et puis le syndicat a vu le patron, ils ont parlé. Mais récemment, apparemment, le programme a été établi. Malgré les incompréhensions sur l'intérêt ou non du syndicalisme en entreprise, force est de constater ses effets sur la performance des entreprises. C'est une force indéniable qui peut paralyser l'entreprise à travers, par exemple, son mot d'ordre de grève. Une protestation qui montre que l'activité syndicale est un moyen d'expression collective. Il est alors dans l'intérêt de l'employeur de rationaliser l'ensemble de ses pratiques de gestion. La vie syndicale en entreprise, mesdames et messieurs, c'est le thème de ce dernier couloir de ces matinales, deuxième édition de la semaine. Sachez que vous avez le droit donc de nous poser des questions via donc notre Facebook RTI.ci. Et puis n'oubliez pas aussi de télécharger, on le dit en passant, l'application RTI Mobile sur vos différents supports téléphoniques. Merci d'être avec nous. Maître Koné est là, à vos calepins prêts, notez. Maître, rebonjour. Bonjour. Alors, comment s'organise la vie syndicale en entreprise? On vient de voir le reportage, on va synthétiser un peu tout ça. Bon, la vie syndicale en entreprise est organisée aussi bien par le Code du travail que par la convention collective. C'est l'une des rubriques en matière de droit du travail qui est aussi reprise quand une rubrique, et à la fois par le Code et à la fois par la convention. Cela veut dire que la représentation des employés en entreprise est tellement importante que les deux textes, et même dans la partie, aussi bien dans la partie législative que réglementaire, le Code du travail en parle. Ça veut dire que c'est l'un des piliers de notre droit du travail. Donc, comment s'organise la vie syndicale en entreprise? Il faut partir du principe que le principe est la liberté syndicale. Et depuis que la Côte d'Ivoire a accédé à l'indépendance, en 1977 déjà, lorsque la convention collective a été comprise et faite entre employeurs et employés, il a été décidé le principe de la liberté syndicale. Et c'est même inscrit dans notre Constitution. Ce qui veut dire que le principe de créer un syndicat, d'entretenir un syndicat, d'adhérer à un syndicat et de faire en sorte qu'un syndicat puisse exister et défendre les intérêts des syndiqués est une liberté constitutionnelle. Et lorsqu'on sait que notre Constitution fait référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux principes fondamentaux et aux principes généraux qui gouvernent le principe de la liberté, ce qui veut dire que c'est fondamentalement inscrit dans les gènes, je veux dire, de l'humain, du travailleur ivoirien, qu'il est libre de se syndiquer. Donc, comment s'organise? Étant donné qu'il y a une liberté syndicale, on ne peut pas imposer à une entreprise d'adhérer à une seule centrale syndicale. Toutes les fois où il sera nécessaire aux employés de pouvoir être représentés par des délégués syndicaux affiliés à tel ou tel syndicat, il n'y a pas de restriction à cela. Ce qui veut dire que la liberté syndicale, elle est fondamentale, elle est totale. Le principe de créer un syndicat, de le diriger, est totalement libre. Donc, on peut dire que c'est le principe de la liberté qui gère, qui gouverne la vie syndicale en entreprise. Alors, qui peut créer un syndicat dans une entreprise? Les employés peuvent créer un syndicat en entreprise. Et quand on dit syndical, on pense toujours qu'il s'agit forcément de rapports entre employés et employeurs. Mais il peut y avoir des syndicats professionnels. Un corps de métier peut décider de créer un syndicat. Vous l'avez vu tout à l'heure dans l'élément filmé, il y a des personnes qui ont parlé qui ne sont pas forcément employés. On peut estimer que, je prends un corps de métier, les avocats. Les avocats peuvent décider de créer un syndicat. Les magistrats peuvent créer une union. On parle d'union des magistrats du Côte d'Ivoire. Il y a même des syndicats de magistrats. En France, ils sont très actifs. En Côte d'Ivoire, nous avons des syndicats de magistrats. Il peut y avoir des syndicats de chauffeurs de taxi. Il peut y avoir des syndicats de pêcheurs. Il peut y avoir des syndicats de vendeurs ambulants. En tout cas, des syndicats. Le syndicat, c'est ce qui est une organisation, un groupement dont l'objectif est la défense des intérêts d'un corps constitué. Voilà. Alors justement, quand ça s'est dit, alors que peut et que doit faire un syndicat? Parce que souvent, on a l'impression que les syndicats vont en deçà ou au-delà de leurs attributions classiques ou officielles. Bon, quand on dit qu'ils vont au-delà, c'est comme si on leur imposait
on savait déjà par avance, comme si on demandait aux syndicats de se focaliser sur des éléments bien précis. Le syndicat, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il doit faire? On vous dit que le syndicat est une association de personnes exerçant une profession ou des métiers similaires ou connexes, et dont l'intérêt, du moins, et dont l'objectif est la défense des intérêts collectifs. Vous voyez? Il peut s'agir d'individus ou de groupements. Le syndicat doit défendre les intérêts de ceux qui y sont affiliés. Ce qui veut dire que le syndicat ne viendra pas pour chercher à voir qu'est-ce que l'employeur a mangé hier. Ça, ce n'est pas du ressort des syndicats, c'est pour répondre à votre question. Que peut faire le syndicat? C'est de défendre tout ce qui touche à l'intérêt professionnel. Lorsqu'il s'agit d'un syndicat professionnel, naturellement, c'est le syndicat professionnel qu'on parle. Aujourd'hui, je prends le cas des instituteurs. Si les instituteurs commencent à demander qu'on leur donne des cas pour partir de leur village en ville, bon, en ce moment, est-ce que la profession d'instituteur a quelque chose à voir avec le moyen de transport d'une ville à une autre? Lorsque vous voyez par exemple un syndicat d'employés qui vient le matin, qui commence à demander que l'employeur ne porte plus tel autre costume, en ce moment, ce n'est pas ce que le syndicat doit faire. Un employé est licencié abusivement, le syndicat peut lutter. Les conditions de travail ne sont pas normales, le syndicat peut lutter. Le salaire est bas, le syndicat peut lutter. Il s'agit d'un employeur qui bafoue les employés. Le syndicat, en ce moment, peut prendre des mesures. Et ce que le syndicat ne doit pas faire, justement, le syndicat ne peut pas venir au nom de ce qu'il est syndicat, venir s'adonner à des actes de vandalisme. Malheureusement, c'est ce qu'on a de temps en temps constaté. Quand on dit un syndicat, on fait grève. Le droit de grève, on en parlait il n'y a pas longtemps, c'est un droit fondamental, faire grève. Mais lorsqu'on dit on fait grève et qu'on vous voit avec des gourdins entrer dans l'entreprise, en ce moment, ce n'est plus la grève. Lorsqu'on dit je suis membre du syndicat ou bien je suis le délégué d'un syndicat, je suis le représentant des employés et qu'il s'agit, qu'on nous convoque à une réunion, on vient avec un groupe de personnes qui n'ont rien à voir avec cette réunion, qui vient pour disperser les membres, ce n'est pas ce que le syndicat doit faire. Le syndicat doit lutter pour les intérêts de ceux qui lui sont affiliés. Mais quand on dit lutter, ce n'est pas la lutte physique. C'est une lutte intellectuelle, c'est une négociation, c'est tout ce qui se passe dans les règles de l'art, dans les règles d'une négociation en bonne et due forme. Voilà ce que le syndicat doit faire. Et ce que le syndicat ne peut pas faire, c'est de s'adonner à tout acte qui soit contraire à l'évolution de la société, tout acte qui soit contraire à la loi. Voilà ce que le syndicat ne doit pas faire. Alors, quels doivent être justement les rapports entre les syndicats et les employeurs? Bon, justement, le syndicat et l'employeur. Très souvent, quand on parle de syndicat, tout le monde voit immédiatement rapport belliqueux. Mais les rapports de force. Mais quand on dit rapport de force, c'est vrai qu'à l'origine, les syndicats ont été créés dans des conditions qui ne peuvent pas être les mêmes qu'aujourd'hui. Absolument. Lorsqu'on regarde l'origine du syndicalisme, ça a commencé dans le sang. Dans le sang. Oui, naturellement, parce qu'il fallait à un moment donné bouger les choses, il fallait aller lutter contre un capitalisme exagéré, il fallait lutter même pour la survie de l'employé. On l'a vu, l'élément filmé que la RTI a présenté sur la fête du travail. Ça a commencé avec 18 heures de travail, sans repos, sans rien. Pour avoir les 8 heures de travail, ça a été un combat. Et ça, c'est les syndicats qui l'ont obtenu. En 1886. Justement, en 1886, c'est les syndicats qui ont obtenu. Mais cela, c'était à une époque. Mais si aujourd'hui, vous utilisez les méthodes de l'époque à aujourd'hui, finalement, les contextes sont différents. Donc, les rapports... À chaque époque, ces méthodes. Absolument. Donc, ces rapports ne doivent pas être forcément des rapports belliqueux. Ils peuvent être des rapports d'entente. Puisque les deux ont un seul objectif, faire en sorte que l'emploi ne meure pas. L'employeur ne peut pas écraser les syndicalistes parce que très souvent, on se rend compte, il n'y a pas très longtemps, toutes les procédures, pas toutes les procédures, 60% des procédures qui passaient devant le tribunal du travail, c'était les délégués syndicaux qu'il fallait extirper de la société, extirper de l'entreprise. Il y a un employeur qui l'a dit ouvertement à une audience, il dit, dans mon entreprise, pas de syndicat. Tous ceux qui vont s'affilier à un syndicat, ils seront licenciés. Ça, ce n'est pas des propos à tenir. Et de l'autre côté, on entend, s'il n'y a pas de syndicat, on casse tout. Mais les deux perdent. Donc, les rapports qu'il doit y avoir entre les syndicats et l'employeur, ce doivent être des rapports
pas, je dirais, de convivialité ou de confraternité ou de fraternité. Ce serait démagogique de le dire, même les téléspectateurs vont comprendre que ce que je dis n'est pas la vérité. Parfois, il arrive des moments où on peut ne pas s'entendre. Comme certains le disent, les acquis, ça s'obtient par la lutte. Mais la lutte, ce n'est pas forcément la lutte armée. À un moment donné, on peut s'asseoir à la table de négociation, voir les intérêts des deux parties, trouver un terrain d'entente, mais il peut arriver des moments où les rapports peuvent être belliqueux. C'est pourquoi, lorsqu'il y a ce type de rapport, il y a tout ce qu'on appelle le comité de dialogue social qui doit de temps en temps intervenir pour mettre les parties dans une harmonie nécessaire à l'évolution de l'entreprise. Okay. Il y a une question qui revient souvent lorsqu'on parle de syndicat, quelle que soit l'entreprise, c'est l'affiliation officielle, non officielle à un parti politique. Et ça, des fois, ça biaise le débat, ça crée parfois des problèmes. Est-ce que c'est une obligation, est-ce que c'est un défaut ou une qualité pour un syndicat d'avoir une obédience politique? Qu'est-ce que vous pensez de cela? En 1977, lorsque la convention collective a été écrite, il a été clairement dit que les opinions politiques et le syndicalisme ne peuvent pas faire bon ménage. Il a été dit que les syndicats ne peuvent pas avoir d'obédience. Les syndicats ne doivent pas être des caisses de résonance du parti politique. Mais lorsque vous me dites que les syndicats sont affiliés à des partis politiques, je me demande comment on peut... Un syndicat peut être... Le syndicat, il défend des intérêts professionnels. La politique, c'est la conquête et la conservation du pouvoir politique. Donc, en principe, il peut y avoir des moments où un responsable syndical soit membre d'un parti politique, c'est possible, il n'y a pas de souci à cela. Mais dire qu'on crée un syndicat pour soutenir un parti politique, mais pourquoi alors ne pas créer une sous-section du parti politique? Il y a des entreprises où il y a plusieurs syndicats, où c'est clairement défini, tout le monde sait que ce syndicat-là représente tel parti, tel autre. Donc vous voulez me dire que je suis le seul Ivoirien à ne pas savoir qu'il y a des entreprises où des syndicats sont affiliés à des partis politiques? Oui, de façon non officielle, mais c'est... Ah, mais comme on dit de façon non officielle, comment voulez-vous que je sache ce qui n'est pas officiel? Mais déjà que ça ne peut pas être... Ce n'est pas légal. D'accord. C'est pas légal. Okay. Maître, vous parlez de ces entreprises où il y a plusieurs syndicats. Oui. Vous l'avez dit, c'est tout à fait légal. Il peut y avoir autant de syndicats que les employés veulent. Mais bien souvent, les revendications de ces syndicats-là sont complètement en opposition. D'abord, ils se font la guerre tous les deux et ils revendiquent des choses presque opposées. Comment l'employeur s'en sort finalement? Ah, justement. Donc, raison pour laquelle je peux vous rejoindre pour dire qu'il faut éviter alors de s'affilier à des partis politiques parce que les partis politiques ont toujours des points de divergence. Alors que lorsqu'on est un syndicat, il défend des intérêts d'un employé. Normalement. Imaginez-vous, dans une société où les salaires n'arrivent pas au SMIC, ou bien les conditions de travail ne sont pas selon ce que les textes demandent. Si un syndicat les accepte, pendant qu'un autre s'y oppose, mais en ce moment, qui est le grand perdant? L'employé. Parce que si un syndicat s'y oppose, qu'il est plus représentatif, l'employeur sera tout heureux de maintenir les employés dans ces conditions-là. Maintenant, s'il s'avère que c'est le contraire, je me demande comment on peut être contre ses propres intérêts, même s'ils vont en contradiction avec des intérêts plus grands qui ne sont pas les nôtres. Je me le demande. Donc ça veut dire que dans les entreprises où cela se fait, le syndicalisme est voué à l'échec. Ce n'est pas le syndicalisme. Ce n'est pas le syndicalisme tel que prévu par les textes. Parce que si on regarde bien les textes qui conçoivent le syndicalisme, il n'est nulle part écrit qu'un syndicat doit lutter pour maintenir ses syndiqués dans une situation qui est contraire à leurs intérêts. Mais un syndicat qui s'adonne à cela, mais ce n'est pas un syndicat professionnel. Ce n'est pas de ce syndicat-là que nous parlons sur ce plateau. Absolument. C'est vrai, parce qu'il y a les syndicats tels que vous voyez, et puis il y a les syndicats aussi dans la vie de tous les jours. C'est vraiment parfois aux antipodes de ce qu'on a comme définition classique. Alors moi, j'aimerais reposer la question suivante. Est-ce qu'il n'y a-t-il que des syndicats pour protéger les employés? Non, en dehors des syndicats, il y a ce qu'on appelle la représentation des travailleurs au sein de l'entreprise. Il y a les syndicats et les délégués du personnel. Voilà. Le délégué du personnel, c'est une personne élue au sein de l'entreprise dont la mission est de défendre les intérêts des employés devant l'employeur. Et les délégués du personnel sont venus, c'est une institution plus récente que les syndicats, puisque à l'époque, les syndicats c'était la seule voie autorisée pour représenter les employés. Donc les délégués du personnel
la loi prévoit des conditions dans lesquelles on doit avoir des délégués du personnel, comment on doit les élire, le quorum qu'il faut atteindre pour les élire, en fonction du nombre d'employés, un certain nombre de délégués. Ce sont des personnes, ce sont des employés, mais qui sont suscités au sein de l'entreprise. Quelqu'un me disait comme ça un jour, lorsque nous discutions du droit social, il me dit, mais les délégués du personnel, c'est les représentants de l'employeur en quelque sorte. Mais non, ce n'est pas les représentants de l'employeur. Ce sont des personnes qui sont élues au sein des employés. C'est des personnes qui ne sont pas des représentants syndicaux, qui sont employés tout comme les autres, mais qui sont chargés de la représentation des revendications, qui portent les revendications des employés au sein de l'entreprise, vis-à-vis de l'employeur. Maître, qu'est-ce qui fait un bon syndicat, on va dire? Qu'est-ce qui fait un bon syndicaliste ou un bon syndicat? Ce sont des bonnes connaissances en droit du travail, par exemple, de la gestion des ressources humaines, management. Qu'est-ce qui fait le bon syndicat ou le bon syndicaliste? Le bon syndicaliste, c'est celui qui, tout en connaissant les principes fondamentaux du syndicalisme, connaît aussi les règles du domaine dans lequel il se déploie. Et le bon syndicaliste, c'est le bon manager. C'est celui qui sait à quel moment tirer sur la corde, à quel moment négocier. C'est le bon, je dirais, c'est le bon médiateur. C'est le bon père de famille. C'est le bon leader. Il faut pouvoir, pour pouvoir être un syndicaliste accompli, il faut pouvoir avoir en soi toutes ces qualités-là. Comme il est difficile d'en avoir, c'est pourquoi on voit qu'il y a des débordements un peu partout. Et c'est raison pour laquelle il ne faut pas être le seul et unique leader dans un syndicat. C'est pourquoi il faut créer des groupes, il faut créer des organisations collégiales. Secrétaire général, premier secrétaire général adjoint, ainsi de suite, mais de sorte à permettre à l'employé de se sentir protégé. Mais lorsqu'on sent que le leader syndical négocie pour ses propres intérêts et qu'il délaisse les employés, là, ce n'est pas le bon syndicaliste. Lorsqu'on se rend compte que le leader syndical crée plus de problèmes à la société qu'il n'en faut, ce n'est pas le bon syndicaliste. Ce n'est pas celui qui crie le plus fort au cours d'une réunion qui est le bon syndicaliste. Le bon syndicaliste, c'est celui qui sait reconnaître l'intérêt des personnes qu'il défend, l'intérêt de ces personnes-là qui est prioritaire dans ses prises de décision. Et le bon syndicaliste, c'est celui qui sait aussi maintenir la pérennité de la société, de l'activité, tout en préservant les intérêts des syndiqués. Monsieur Takoué de Tabou, avant que les Ivoiriens réagissent, c'est magnifique, nous dit ceci: ne soyons pas naïfs, les mots des syndicats dans nos pays, surtout en voie de développement, sont les suivants: l'instrumentalisation et la corruption. D'ordinaire, c'est vrai qu'il est courant de constater qu'un syndicat peut, par ses idées, ses opinions, être arrimé à un courant ou un parti politique. Mais en France, où cela se fait également, il reste toujours fidèle aux idéaux du syndicat et du bien-être de l'entreprise. Chez nous, ça devient de l'instrumentalisation et la corruption. J'aimerais avoir l'avis de votre avocat sur ce sujet. Instrumentalisation et corruption des syndicats. Mais là, il le dit. Vous savez, quand on nous demande, nous, notre avis sur un point donné, c'est de dire aux Ivoiriens ce qui doit être. Et lorsque on sait ce qui doit être, du coup, on sait ce qui est et qui n'est pas conforme à la loi. Lorsqu'il dit que le syndicat est corrompu, mais ce n'est pas normal qu'un syndicat soit corrompu. Ce n'est pas normal qu'un syndicat soit instrumentalisé. Le syndicat doit rester neutre à tout ce qu'il y a comme élément de pesanteur, comme influence extérieure. C'est ça qui doit faire sa force. Ça doit faire la force du syndicat. Moi, je dis ici, sur ce plateau, ce que les textes prévoient pour qu'un syndicat existe en tant que tel. Maintenant, si on se rend compte que sur le terrain, il y a des syndicats qui ne respectent pas ces règles, une raison de plus pour les membres ou ceux qui peuvent intervenir, de dire: nous avons entendu à la télévision de la bouche de quelqu'un qui est imprégné dans le domaine que voilà ce que le syndicat doit être. Mais imaginez-vous, ce qu'il dit est écœurant. S'il fait ce constat-là, ça veut dire que ce dont il parle est contraire à ce qui doit être. C'est contraire à la loi. Et le syndicat ne doit pas se comporter de cette façon. Il est interdit. Bon, quand il dit qu'il est interdit, c'est qu'on me demandera quelle est la sanction. Il n'est pas normal qu'un syndicat soit représentatif d'un groupuscule ou bien d'un parti politique ou bien d'une influence extérieure ou bien d'un employeur. Ce qu'il dit, je l'ai aussi entendu parfois. Lorsque nous sommes devant le tribunal du travail. Et il est bien écrit que le leader syndical, les délégués syndicaux jusqu'au 5e délégué ne peut pas être licencié sans l'autorisation des inspecteurs du travail. Mais vous entendez des employés qui disent: je paierai ce qu'il faut, mais il faut qu'on les licencie.
mais vous payerez ce que vous voulez, vous le licenciez lui seul. Mais après, il y aura un autre qu'on va susciter, qui va venir encore représenter les employés. Il faudra le licencier. Et un autre encore sera suscité. Finalement, c'est l'activité elle-même qui prend le coup. Mais pourquoi ne pas négocier pour pouvoir trouver le juste milieu à partir de l'expertise des connaisseurs? Vous parlez de licenciement, tantôt on entend dire beaucoup de choses, notamment que les membres de syndicats ne peuvent pas être licenciés. Vous avez posé une nuance. Ils peuvent être licenciés, mais seulement avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Les leaders syndicaux et les délégués de personnel font partie de ce qu'on appelle les travailleurs protégés. D'accord. Leur licenciement ne peut pas intervenir par la seule initiative de l'employeur. Il faut qu'il ait la décision de l'inspecteur du travail. Maintenant, s'il s'avère que ces personnes-là ont commis une faute lourde, on met une mise à, on le sanctionne, on leur donne une mise à pied. Il fallait dire on lui inflige une mise à pied, c'est un peu fort comme mot. On leur donne une mise à pied et on demande l'autorisation de l'inspecteur du travail. Mais tant que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'est pas obtenue, ou si l'inspecteur du travail refuse d'accorder son autorisation, on doit le réintégrer absolument. Il ne peut pas en être autrement. Et très souvent, il y a des décisions de l'inspecteur du travail qui sont déférées devant le ministre de l'Emploi comme voie de recours. Mais il y a des moments où le ministre refuse, mais malgré ça, l'employeur licencie. En ce moment, quand vous licenciez, il y a des indemnités supplémentaires, des indemnités spéciales que vous allez payer parce que c'est un travailleur protégé. Est-ce que le signe de rapport entre les syndicats et l'employeur, ça ne doit pas toujours être l'animosité, mais parfois, quand la tête, entre guillemets, du syndicat s'entend bien avec l'employeur, ça suscite parfois la suspicion. Mais oui, j'emprunte ce mot-là à cet organe de presse qui dit « ni proche de l'un, ni de l'autre ». C'est-à-dire il n'est ni pour l'un, ni pour l'autre. Pour dire qu'il est neutre, qu'il est au milieu. On ne doit pas... Quand on commence à voir que les leaders syndicaux et les employeurs s'entendent un peu trop, les employés se demandent est-ce qu'ils ne complotent pas sur leur dos. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas corruption? Est-ce qu'il n'y a pas une corruption comme le dit celui-là? Mais ce n'est pas forcément cela. Il peut y avoir un employeur qui connaît tellement l'intérêt qu'il y a d'avoir un syndicat qu'il peut comprendre ce que le syndicat fait, qu'il peut être content qu'il y ait un syndicat parce que lui, il ne voyait pas tout. Il a bien envie qu'on attire son attention. Mais en ce moment, si les autres interprètent ça comme une corruption, vous savez, chacun connaît mieux son milieu. S'il s'avère que des revendications ne passent pas pour cause d'entente trop rapprochée entre l'employeur et les leaders syndicaux, vous comprenez que cela peut vous penser qu'il y a corruption. Mais il ne faut pas encore non plus, ce n'est pas parce qu'il y a une animosité avérée totale que les employés vont croire qu'ils sont mieux protégés aussi. Ça peut créer l'effet contraire. Toujours est-il qu'il faut demeurer collé au texte. Que disent les textes? Comme je le disais aujourd'hui, si cet employeur dont je parle, qui était resté collé au texte, est-ce qu'il licencierait aussi facilement, malgré l'opposition de l'inspecteur du travail, ce leader syndical ou ce délégué du personnel? Non. Or, la loi est très claire. Le licenciement d'un délégué du personnel ou d'un leader syndical jusqu'au 5e adjoint, comme il est dit dans les textes, de 5e délégué adjoint est nul. Lorsqu'on dit un licenciement est nul, naturellement, il est abusif. Donc, imaginez-vous combien de fois vous allez continuer à payer des sommes faramineuses tant que, au lieu de payer ces sommes faramineuses, ces employeurs-là cherchent à améliorer les conditions de travail des employés. Ce n'est pas mieux ainsi. Donc, la question reste posée. Est-ce que ce n'est pas mieux de procéder ainsi? Tout à fait. Et lorsque le chef d'entreprise va comprendre cela et qu'il va se mettre à s'entendre avec le leader syndical, les employés diront « ils s'entendent trop ». Dans ces conditions, vous voyez que, comme on dit chez nous de façon triviale, lorsqu'on est leader syndical, on brûle des deux côtés. Lorsqu'on défend trop les intérêts, c'est ce que je voulais dire. Lorsqu'on défend trop les intérêts des employés, l'employeur trouve qu'on est trop vindicatif. Lorsqu'on défend trop les intérêts de l'employeur parce qu'il a compris le principe du syndicalisme, des employés, attention, il dirait qu'ils s'entendent sur notre dos. En définitive, la vie syndicale, c'est vraiment un véritable numéro d'équilibrisme. Absolument. Et il est nécessaire que cet équilibre-là soit recherché. Parce que le syndicat, aujourd'hui, nous ne sommes plus en 1886. Et ça, il faut les données ont changé. Les données ont changé. On ne peut pas lutter comme en 1886. Mais il faut que l'employeur sache aussi qu'on n'est plus en 1886. Parce que si on commence à utiliser les conditions de travail de 1986, forcément, on aura une réaction. En fait, 18 heures de travail sans repos, ainsi de suite. On voit souvent des employeurs qui emploient des personnes au jour, c'est-à-dire des contrats journaliers, mais qui se perpétuent sur des années.
Et en ce moment-là, s'il y a un leader syndical qui est regardant sur les textes, mais il dira non, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Mais imaginez-vous ce chef d'entreprise qui viendra dire que le leader syndical est en train de perturber son entreprise. Mais non, il ne perturbe pas son entreprise, il lutte véritablement. Donc le leader syndical doit être le bon père, il doit être celui-là qui est neutre, qui sait reconnaître les intérêts des syndiqués et qui sait les poser avec acuité, sans tomber dans la démesure, mais tout en étant aussi ferme dans ce qu'il fait comme procédure, comme proposition. De la rigueur, ce sera donc... De la fermeté et de la rigueur. Voilà, ce seront les maîtres mots donc, des bons syndicalistes. Merci beaucoup, Maître Konekio. Bien, merci à vous également. Marco? Oui, merci à vous. C'est déjà fini? Merci à vous, Maître. C'est déjà fini. On a été très heureux, en tout cas, d'être en votre compagnie. On s'est laissé bercer par la pédagogie, par le ton pédagogique de notre invité, Maître Konekio. Bien, si vous regardez cette émission le matin, bonne journée. Si vous la regardez à 14h30, bon après-midi. Et puis surtout, restez avec nous. N'oubliez pas de télécharger l'application mobile sur le Google Play Store, donc RTI1, afin de voir à tout moment, de suivre les programmes. Justement, nos programmes se poursuivent et on se retrouve toujours avec même plaisir demain. Ciao, ciao.